On y va. Allô. Bonjour et bienvenue à cet atelier consacré à l'entrepreneuriat bas carbone. Pourquoi et comment On a choisi de se poser ces deux questions avec nos intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants, avec l'objectif de vous présenter des outils, des retours d'expérience d'entrepreneurs, des solutions concrètes pour vous, que vous soyez au stade de projet, de création de reprise d'entreprise, que vous soyez déjà en activité, vous présenter des outils et des solutions pour intégrer les enjeux climatiques à votre réflexion, à votre modèle économique. Quelque part, ce qu'on va essayer de faire là, durant ces 30 minutes, c'est de paraphraser la maxime de Lavoisier qui dit notamment « rien ne se perd ». En création d'entreprise, tout se crée, beaucoup d'entreprises se créent, mais surtout tout se transforme. Et ça vaut à la fois, comme je l'indique, pour les entreprises en création ou pour les entreprises qui sont déjà en activité. Et donc pour animer cette table ronde, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Wendy Louchard, qui se présentera dans quelques instants, qui est une entrepreneure qui nous vient des Hauts-de-France, qui est fondatrice de Madame Edera, et on reviendra sur justement ton parcours. J'aurai aussi le plaisir d'être accompagné de Grégory Retz, qui est le délégué régional de Initiative Hauts-de-France. On reviendra aussi sur ce qu'est le réseau Initiative France et sur ce qu'il peut vous apporter dans votre parcours de création de reprise d'entreprise. Fabienne Kerzero, directrice de l'ADI Grand Ouest. L'ADI Grand Ouest, c'est la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. L'ADI qui est aussi fortement engagée sur le sujet de la transition écologique, parce que ça correspond notamment à une semaine de la transition actuellement pour vous. Christian Courtès, qui vient de la ville aux 5, 6, 7 ports, on ne sait plus, on ne compte plus, qui est le directeur de BGE Morbihan, BGE qui accompagne à peu près 70 000 porteurs de projets chaque année. Et enfin, last but not least, mon collègue Johan Roturo, qui est expert chez BPI France, à la fois sur le sujet de création d'entreprise et de climat. Alors sans plus tarder, cher Johan, puisque c'est toi qui as le rôle d'expert pour introduire cette table ronde, tu as 3 heures pour nous parler du réchauffement climatique. On va le faire en 3 minutes. Donc, enjeux climatiques, création, reprise d'entreprise, finalement le pourquoi. Ouais. C'est à toi. Bon, merci Vincent. Moi, je vais essayer de vous faire peur, mais aussi de vous faire réagir. Alors, simplement, il y a 20 000 ans, ici, je serais assis... En fait, excusez-moi, je recommence. Il y a 20 000 ans, ici, c'était un glacier, un immense glacier. Et j'aimerais vous demander, à votre avis, combien de degrés il faisait en moyenne de moins que par rapport aux moyennes de température ? 5 degrés. Ah, vous êtes tous très bien. Et ouais, 5 degrés de moins, c'était un glacier. Donc, en gros, depuis la fin du 19e siècle, on a pris 1 degré de plus et si on continue comme ça, on tend potentiellement à 2 degrés, 3 degrés. Imaginez, là, ça sera peut-être un désert et il n'y aura plus rien qui poussera, etc. Donc en fait, on a une trajectoire à corriger très vite, très rapidement. Il faut qu'on divise par 5, 6 nos émissions de gaz à effet de serre. En gros, vous émettez chacun 10 tonnes de CO2 par an. Il faudrait qu'on ramène ça à 2. Alors, c'est pas seulement les particuliers, c'est aussi les entreprises et les entreprises que vous créez, vous, chaque année. Vous savez, vous êtes 1 million à entreprendre. Donc, 1 million d'entrepreneurs, c'est pas rien, c'est significatif. Et donc, nous, on part du postulat que vous avez un rôle à jouer pour limiter votre impact. Donc, déjà, premièrement, c'est d'imaginer des business models qui sont vertueux. Donc, que ce soit en termes d'énergie, de mobilité, de cycle de vie du produit, il faut réfléchir à tout ça quand on monte sa boîte pour limiter les émissions de gaz à effet de serre que vous pourriez générer. Puis deuxième chose, avec ces changements qu'on voit climatiquement là depuis quelques années, en fait, il faut monter une boîte qui va être, résiliente face aux risques climatiques. Il y a plus d'incendies, il y a plus de difficultés à irriguer certaines zones, etc. Et donc, ça peut remettre en cause votre business model. On voit des campings qui peuvent prendre feu plus facilement. On a eu un exemple il n'y a pas longtemps, puisqu'il y a plus de sécheresse, donc plus de feux de forêt. Des boîtes qui dépendent de conditions hydriques particulières et qui n'ont plus d'eau, etc. Donc c'est à la fois monter une boîte vertueuse, voilà, et résistante. Voilà. Merci Johan. Poser le cadre en 2 minutes, c'était pas l'exercice le plus simple. Ouais, j'ai dérapé. Non, t'inquiète. On reviendra tout à l'heure notamment sur les outils que tu construis pour accompagner les porteurs de projets, les entrepreneurs sur cette problématique. Mais on va commencer ensuite, on va prendre la suite avec Wendy. On va justement s'appuyer sur un cas pratique. On a posé le cadre du pourquoi, on va voir le comment. Comment, quand vous êtes en train de monter un projet, vous pouvez faire concrètement pour intégrer ces enjeux de transition climatique concrètement dans votre projet. Je me répète sur cette dimension-là. Alors voilà, Wendy, je te laisse présenter ton activité et un petit peu ton projet. J'ai envie de dire aussi finalement tes convictions. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc moi je suis Wendy, originaire des Hauts-de-France. J'ai créé mon entreprise cette année, donc Madame Edera, qui est une savonnerie artisanale
Il faut savoir que je suis phytochimiste de formation. J'ai obtenu mon master en 2020, après lequel, du coup, j'ai postulé dans des entreprises de cosmétiques pour travailler en recherche et développement d'actifs. Donc, j'ai cherché un emploi pendant 3-4 mois et j'ai vite été confrontée à certaines problématiques. Donc, les classiques, vous êtes trop diplômé pour ce poste, ou alors tout simplement, vous n'avez pas encore assez d'expérience. Et en plus de ça, j'avais toujours eu en tête d'entreprendre un jour. Et je ne retrouvais aucune de mes valeurs dans les entreprises avec qui je voulais, enfin, pour qui je postulais. Et en fait, je me suis mise à entreprendre bien plus tôt que prévu et à créer mon entreprise qui inculquait du coup toutes mes valeurs, qui sont tout simplement des valeurs écologiques. Et je voulais faire retourner les gens à une cosmétique simple et éco-responsable. Donc tout ça, c'était en 2021. J'ai commencé à chercher des financements, etc., pour ouvrir mon entreprise seulement cette année. Le chemin est long pour obtenir des financements et pour trouver un fil conducteur, surtout quand on veut produire quelque chose d'écolo. Donc mon produit fini, qui est le savon saponifié à froid, est un produit qui se veut écologique déjà à la base. Donc je me devais de trouver un fil conducteur qui inculquait toutes mes valeurs éco-responsables. Ce qui fait que du sourcing jusqu'à l'étiquetage de mes savons, je veille à avoir le moins d'impact possible sur la planète. Parce que ça n'aurait pas de sens de produire quelque chose d'écologique, mais en ne faisant pas attention à mon quotidien de production. Donc le sourcing, forcément, c'est des huiles nobles, végétales, qui du coup sont issues de l'agriculture biologique. J'essaye au maximum dans mes outils de production d'être écolo. Donc au lieu d'utiliser par exemple du chemisage de papier qui se jettera, je vais utiliser du silicone qui va se laver. Mes huiles ne sont pas chauffées puisque c'est une saponification à froid et de toute façon elles sont nobles, donc si je veux garder leur vertu, il ne faut surtout pas qu'elles chauffent. Il faut juste s'en mettre patience finalement quand on veut être écolo. Il faut aussi pas hésiter à mettre le prix, donc pour utiliser des huiles avec beaucoup de vertus et pas d'huile de palme, etc., qui même chauffée n'aura pas d'impact puisque de toute façon le produit fini sera de qualité un peu médiocre comparé à un savon à froid. Et en fait, si on veut réfléchir à un produit écolo et à un procédé écolo, on doit se dire que potentiellement, si on pouvait avoir des procédés qui pouvaient se faire sans électricité, etc., là, on respecte vraiment les normes. Et moi, c'est mon cas. Très clairement, on a le progrès qui fait que maintenant, j'utilise un mixeur, etc. Mais en fait, très clairement, au Moyen-Âge ou bien avant, à l'ère des dinosaures, j'aurais pu fabriquer du savon à froid, très clairement, parce qu'il faut rien de fou, il faut pas d'énergie, et voilà, c'est tout ce que je mets en place au quotidien. Merci Wendy. Tout à l'heure, tu as dit mettre le prix. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette dimension? Parce que l'une des craintes quand on débute dans un projet, c'est de se dire, est-ce que je vais vraiment investir sur des procédés écologiques? Est-ce que je vais avoir la capacité financière? Est-ce que je ne partirai pas sur un modèle un peu intermédiaire pour déjà poser la rentabilité de mon activité et ensuite penser peut-être responsabilité? Donc, est-ce que tu peux revenir, toi, justement, sur ton expérience? Ouais, alors c'est un parti pris. Il y a des savonneries qui, par exemple, le savon de Marseille est un savon saponifié à chaud. En fait, on va chauffer les huiles pendant quasiment 24 heures. Et donc ça, c'est très énergivore. Et les huiles utilisées sont forcément pas nobles, puisque si on les chauffe, on s'en fiche de perdre leur vertu finalement. Donc ça va être de l'huile de palme qui, certes, n'est pas chère. Mais en fait, si on prend la balance, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre peut-être des huiles nobles qu'on ne va pas chauffer. Donc ma facture d'électricité, moi, va être moindre comparée à un savonnier qui chauffe ses huiles et pendant quasiment 24 heures. En fait, c'est un parti pris et en plus, finalement, moi, c'est quelque chose qui va se voir sur le produit fini. En plus de ça, sur la qualité. Donc c'est quelque chose à mettre dans la balance et après, c'est aussi des valeurs à défendre. Tout dépend de chacun. C'est ça, c'est une promesse de valeur et un investissement sur la qualité et la fiabilité du produit. Donc ça, c'était ce qu'on voulait notamment mettre en avant dans ton témoignage. Je voudrais passer la parole à Grégory, puisque tu as été accompagné notamment dans ton projet par Initiative
Hauts-de-France. Alors Grégory, finalement, deux choses, voilà, que tu nous représentes ce réseau qui est présent dans plus de 700 lieux d'accueil sur l'ensemble du territoire national. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir, pourquoi on peut toper à la porte d'initiatives? Et puis, deuxième sujet, donc, il y a des entrepreneurs qui sont déjà extrêmement convaincus sur ces sujets de transition. Comment on fait finalement pour embarquer tout le monde? Alors, le réseau Initiative, réseau de financement et d'accompagnement de projets de création, reprise et développement d'entreprises. On est plus de 200 associations sur toute la France. Et donc, notre métier, comme je disais, financer et puis surtout faire durer les entreprises. Donc, peut-être la première remarque, c'est si on regarde un peu le panorama aujourd'hui de la création d'entreprises et de nos entrepreneurs, il y a un tiers des entrepreneurs qui ressemble à ce que Wendy nous a présenté, c'est-à-dire des personnes qui intègrent la transition écologique dans leur projet dès le début. Mais c'est un tiers. Il reste 2 tiers d'entrepreneurs. Alors, deuxième chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, 2 tiers des entrepreneurs nous disent que les aspects environnementaux, aspects sociaux, sont aussi importants que les aspects économiques dans la réussite. Donc il y a une vraie prise de conscience. Et donc il reste encore un tiers qui aujourd'hui ne se pose pas trop de questions. Donc nous, notre débat, c'est d'essayer d'emmener tout le monde sur cette approche-là, avec plusieurs choses. Ce qui a été dit, et très justement dit, c'est que c'est plutôt une approche 360 qu'il faut avoir quand vous allez regarder votre modèle, votre business model. Ce n'est pas un point ou un autre, c'est vraiment de regarder le projet dans sa globalité. Pour ça, nous, qu'est-ce qu'on va proposer? C'est de challenger l'ensemble des entrepreneurs sur ces questions-là. On a travaillé au niveau national avec l'ADEME pour avoir une grille d'analyse. On a sensibilisé nos entrepreneurs, on a formé nos équipes. On a aujourd'hui des fiches métiers aussi qui permettent d'avoir des petits tips du bon sens, parce que finalement, l'approche transition éco, l'approche éco-responsable, c'est souvent, la première chose, c'est du bon sens. Quand on regarde les choses, si on fait une approche transition, développement d'une entreprise bas carbone, la première chose à laquelle on pense, c'est des diagnostics flux, des diagnostics énergie. C'est important, mais sur des TPE, quand vous êtes locataire avec des petites unités, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. L'approche globale du produit, du client, qu'est-ce que je lui apporte, est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante que juste cette approche des flux et de l'énergie. Il faut l'intégrer, mais vraiment une vision 360. Ensuite, pourquoi les entrepreneurs doivent tous aller là-dedans? Moi, j'ai 2 réponses qui reviennent le plus souvent. C'est un véritable changement des attentes des clients. Ça, c'est une évidence. On est sur une modification de la société, il faut qu'on l'accompagne. La deuxième chose aussi, et c'est notre rôle de financeur, de plus en plus de financements vont permettre de financer ces aspects transition éco, donc de pouvoir avoir des subventions, des produits de financement spécifiques, voire de l'éco-conditionnalité de certaines aides. Donc en tant qu'entrepreneur, il faut anticiper ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, on est plutôt sur des démarches volontaristes, et il faut vraiment que vous alliez là-dessus. Et nous, on a cette volonté de développer aussi des outils de financement autour de ces points-là. On se pose la question de est-ce que ça coûte vraiment plus cher? Parce que c'est vrai, c'est une vraie question. Est-ce qu'en investissement, finalement, de développer le business autour de la saponification à froid, ça aurait coûté plus cher qu'un investissement avec des cuves pour chauffer, etc. Pas forcément, tous les business n'ont pas forcément de surcoût. Donc voilà, vraiment cette approche-là. Et le dernier point, j'insiste dessus, quand vous mettez en place ce type de démarche vertueuse, il faut le faire savoir. Et là, on a développé dans le réseau aussi un label qui s'appelle le label Initiative Remarquable, qui permet de valoriser. Et on souhaite vraiment que chaque entrepreneur qui aille vers ces logiques de transition, de RSE aussi, puisque c'est l'approche à la fois sociale et environnementale, on ne distingue pas les deux, il faut qu'il puisse le faire savoir et il ne faut surtout pas s'en priver. Complètement. Il y a effectivement ce sujet de la valorisation qui est très important. Vous avez dû voir sur cette édition de BIG, notamment des petits coques verts. C'est justement une communauté des entrepreneurs engagés sur ces sujets de transition économique qu'on a le plaisir d'animer avec nos partenaires. Je souhaiterais passer la parole à Fabienne Carzero, donc directrice de l'ADI Grand Ouest. On l'indiquait tout à l'heure, l'ADI est un réseau de financement. Tu nous reviendras aussi sur ce qu'est ce réseau, ce qu'il propose aux entrepreneurs. L'ADI est un réseau extrêmement engagé sur ces questions de transition écologique. Vous organisez même cette semaine une semaine dédiée donc à ces problématiques-là. Et en préparant cette table ronde, ce qui était particulièrement intéressant, c'est que tu me disais, l'un des messages que je souhaiterais faire passer, c'est qu'il faut lier insertion et écologie.
Voilà. Alors peut-être pour revenir sur la question de l'ADI, hein, Vincent, donc tu le disais, l'ADI c'est un réseau de financement comme l'est Initiative, mais sur des financements différents, sur des projets différents, puisque l'ADI intervient au niveau du financement pour des personnes qui n'ont pas accès au capital bancaire. J'ai un projet, je suis passionné par un projet, par contre j'ai pas d'argent, j'ai les poches un peu vides, mais une énergie folle, et donc l'ADI est là pour vous, hein, pour vous aider, et on peut financer jusqu'à 15 000 euros. Donc effectivement les entrepreneurs, 25 000 l'année dernière ont démarré, ils sont embarqués, hein, pour certains d'entre eux dans le projet de transition. Ils nous disent beaucoup qu'ils ont envie de jouer un rôle. Par contre il leur manque le financement, il leur manque la connaissance de la réglementation, il leur manque le réseau, et donc c'est ces éléments-là qu'on apporte à l'ADI, puisqu'on ne pourra pas faire création sans faire transition, hein. Les deux sont intimement liés. Tu le disais Grégory, la réglementation va se durcir sur le sujet. L'appétence sociétale et maintenant se tourne très, très massivement, hein, sur des projets éco-responsables. Bien sûr, les financements vont être aussi dédiés plus fortement sur la transition. Et puis, il ne faut pas négliger les coûts de matières premières et même l'accessibilité de matières premières et de transport qui vont être de plus en plus, qui vont monter en puissance en termes de coûts et qui vont alourdir très fortement votre business. Donc effectivement, bifurquer dès à présent, c'est essentiel pour la durabilité du projet. Et effectivement, je disais que l'insertion, parce qu'une partie de nos publics vont à la création pour l'insertion, c'est intimement lié à l'écologie et à la transition, puisqu'effectivement, l'écologie a besoin des entrepreneurs de toute taille. On a besoin de l'écologie pour qu'il y ait cette bifurcation de l'économie. Les entrepreneurs locaux, et beaucoup d'entre vous s'orientent vers ça, hein, sur l'indépendance, produire en local, consommer en local, avoir une clientèle en local. Ce sont des modèles extrêmement sobres, résilients, et par nature, l'entrepreneuriat local, de proximité, c'est un entrepreneuriat durable. Donc en fait, pour que la société puisse transiter, elle a besoin de vous, de votre façon de concevoir l'activité, très ancré sur les territoires, et au travers souvent de circuits courts, d'accès de proximité. Et cette économie-là, elle est très importante. Et beaucoup, effectivement, de personnes qui s'orientent sur l'insertion dans le domaine de la création, venant d'un parcours d'insertion, ils ont effectivement un rôle aussi à jouer sur cette transition économique en créant des activités de proximité dans l'économie résidentielle. Donc les deux sujets sont très très liés, et elle a dit effectivement on est très embarqué sur le sujet pour que ces publics puissent réussir leur transition, c'est réussir leur activité indépendante en leur apportant effectivement de l'information. C'est ce qui se passe cette semaine avec une semaine dédiée à la transition écologique. Donc effectivement, tout simplement, je pense j'ai vu deux créateurs récemment, Nathan sur le Morbihan, qui fait de la location de véhicules d'occasion. Voilà, donc vous voyez, on peut sur une activité classique être sur la transition. Je pense aussi à deux traiteurs qui font du traiteur à domicile en triporteur, mobilité douce, avec de l'activité de traiteur végétal. Voilà, on peut faire beaucoup de choses, et c'est vraiment de la valeur ajoutée pour ces entrepreneurs. Donc beaucoup d'informations, de l'accompagnement technique, donc toute une batterie que Grégory tu expliquais, on la développe aussi à l'ADI, de l'accompagnement, de la mise en réseau. On ne pourra pas faire de transition seul, ça c'est un élément hyper important. Vous êtes dédié, pour beaucoup d'entre vous, à être indépendant, mais pour réussir, il faut se mettre en réseau, en local. Ça, c'est un élément important, et la transition va nécessiter, pour être sobre, il faut faire avec les autres. On ne pourra pas faire tout nous-mêmes, et donc on apprend aussi aux entrepreneurs de se mettre dans des réseaux de proximité pour réussir leur transition. Et le financement, bien sûr, mais voilà, ça va de soi, hein. Une partie des financements sont dédiés à la transition et à conforter effectivement les investissements qui peuvent être plus chers au démarrage, mais le retour sur investissement est bien meilleur lorsqu'on est sur une trajectoire bas carbone. Merci beaucoup Fabienne. Donc ça faisait partie des quelques messages clés, hein, qu'on souhaite vous faire passer. Tu l'as indiqué, on parlait du million de création d'entreprises tout à l'heure. La réalité de la création d'entreprise, c'est 60% de créateurs qui se lancent sous le régime juridique de la micro-entreprise. Ça ne veut pas dire que ces problématiques de transition sont à mettre de côté, bien au contraire. Et c'est notamment le rôle de l'ADI. Et nous, l'un de nos messages, cette problématique-là, elle est pour tous les métiers, toutes les filières d'activité. Et l'autre message important que je me permets de reprendre, c'est effectivement la mise en réseau, la valorisation, je le répète. J'aimerais passer la main donc maintenant à Christian Courtès, donc, qui est directeur de BGE Morbihan. Donc BGE, on le disait tout à l'heure, c'est environ 70 000 porteurs de projets qui sont environ 70 000 porteurs de projets accompagnés chaque année. 18 000 créations d'entreprises chaque année sur le territoire national.
1400 conseillers dédiés à la création d'entreprises. Alors j'avais envie tu as dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, je viens de lire un bouquin de Jérémy Rifkin sur, qui parle beaucoup de résilience obligatoire et qui insiste sur le fait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. 2 siècles plus tard, à peu près, on a découvert qu'en fait, les grands principes qui régissaient la vie sur Terre, c'était la thermodynamique. Voilà, donc l'énergie qu'on va utiliser à un endroit, on va la retrouver à un autre sous une autre forme, et donc elle est précieuse. Alors BGE, c'est avant tout de l'accompagnement, de la structuration de projets, de l'aide au développement également. Et donc on a intégré cette question auprès de l'ensemble des entrepreneurs parce qu'on travaille sur l'approche par compétences. Donc ce qui nous intéresse, c'est la montée en compétences des entrepreneurs et le fait qu'ils puissent se poser des questions essentielles sur l'entreprise. Toutes ne sont pas pareilles. Un artisan, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va poser du vernis sur les ongles. Pas du tout la même démarche. Ou quelqu'un qui fait de la sophrologie. Alors cette montée en compétences, les questions qui doivent essentiellement se poser, donc être sensibilisé au développement durable et se dire qu'est-ce que je fais en termes d'énergie, c'est quoi mon activité sur l'énergie, c'est quoi mon activité sur les déchets, on en a parlé, c'est quoi mon impact sur la mobilité notamment, et c'est l'ensemble de ces questions sur lesquelles l'entrepreneur doit pouvoir répondre par lui-même. Alors il y a beaucoup de disparités, en ce moment on parle en plus des zones, les zones faibles émissions centre-ville, c'est une vraie question. J'ai un ami artisan, il se dit mais moi je ne pourrai jamais, d'abord le véhicule électrique est très cher, et s'il faut que j'aille avec des vélos cargo, transporter mes plaques de plâtre dans un vélo cargo en centre-ville, parce qu'il fait de la rénovation intérieure, c'est pas possible. De même, si je fais de la réno intérieure et que je dois installer une salle de bain, je vais être un peu limité avec mon vélo cargo, puisque certaines villes souhaitent interdire tous les véhicules. Donc ça pose pas mal de questions. Et puis on a travaillé aussi certains modèles économiques. Est-ce que c'est intelligent de mettre un food truck en plein été sur une place minéralisée avec 40 degrés? Est-ce que je vais pouvoir tenir? Est-ce que c'est intelligent d'aller installer mon entreprise en pleine campagne alors que je vais travailler plutôt en ville? Alors, ça va être sympa pour les conditions de vie, mais là se pose vraiment la question de la mobilité. Donc on est vraiment sur cette montée en compétence des entrepreneurs pour qu'ils puissent répondre eux-mêmes à leurs problématiques. Alors sur les achats, je vous ai parlé des prothèses ongulaires, mais c'est aussi le coiffeur. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'un coiffeur recycle les cheveux? Est-ce que ces achats, je parlais d'énergie, de déchets, de mobilité, mais aussi les achats, on parlait de cycle de produits, comment ça se passe? Où est-ce que j'achète? Comment, et là on trouve tous les principes de la RSE, est-ce que mes fournisseurs sont aussi impliqués dans la RSE? Est-ce que je ne suis pas en train de travailler avec des fournisseurs, et là je parle du bâtiment, où il va y avoir un peu de black quand même, c'est pas très RSE puis anti-économique, etc., etc. Est-ce que mes produits sont des produits d'importation ou sont des produits fabriqués localement, par exemple dans le Nord, pour avoir des savons de qualité? Voilà, donc c'est vraiment une approche business model global, Grégory en a parlé, monter en compétence des entrepreneurs pour qu'ils se posent eux-mêmes les bonnes questions. Et on revient sur le bon sens évoqué par Grégory aussi, et ce n'est pas de l'écologie punitive. Oui. Merci beaucoup Christian, effectivement, d'insister sur ce message qui est de la réflexion globale. C'est ce que vous allez produire ou émettre vous-même directement dans votre activité. C'est ce que vont le faire aussi de manière indirecte, par exemple, vos fournisseurs, vos salariés, etc. Voilà. C'est ce que d'aucuns appellent les scopes 1, 2, 3. Voilà, on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail aujourd'hui, mais en tout cas, retenez l'idée d'avoir une réflexion globale qui, derrière, fera partie de votre promesse de valeur. J'aimerais qu'on revienne à Johan. Donc,
Voilà, on a montré quelques exemples de dispositifs et de réseaux d'accompagnement. BPI France en met également à disposition, en tout cas des outils à la fois côté conseiller et côté entrepreneur, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, nous, c'est un projet qui est naissant chez nous. Hein. On a lancé on appelle ça un plan climat création d'entreprise. Il y a 2 volets. Il y en a un premier qui vient créer. En fait, on est en train de créer une boîte à outils pour tous les conseillers en création d'entreprise, donc qui composent les réseaux, comme on a vu, BGE, ADI, Initiative France, et on en passe. Vous savez, on a réuni un grand collectif de réseaux d'accompagnement qui s'appelle Cap Créa. Il y a 26 réseaux dedans. Juste à côté, qui est présent. Voilà. Je me permets de dire. Donc en fait, on devrait lancer en janvier 2024 une formation en ligne de 2 heures pour tous les conseillers avec des outils pratiques. En fait, parce que c'est bien, là on vous passe des messages, mais en fait en vrai comment on fait? Parce que chacun, vous allez avoir un projet unique en fait qui va vous ressembler, mais il va falloir s'imprégner de ces contraintes. Donc c'est ça, hein, la difficulté de notre métier, mais on aime ça, donc on va y arriver. Donc on met ça en place en janvier, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand on aura fait un petit peu le tour du sujet, etc. On va développer la même chose pour les créateurs d'entreprises et les repreneurs, parce qu'aussi, il ne faut pas oublier ceux qui reprennent des boîtes. Et donc, ça serait un parcours de formation en ligne, et puis c'est toujours assorti d'une boîte à outils pour s'auto-diagnostiquer, pour dresser un plan d'action, pour aller trouver la bonne ressource auprès du bon opérateur, etc. Et là-dessus, on sait qu'on est soutenu énormément par les pouvoirs publics, parce qu'en fait, c'est un sujet, vous avez compris, hein, on a des objectifs 2030, 2050 de limitation des hausses de température. Donc voilà. Et puis on a une autre mission qui est hyper importante, c'est aussi de mettre en valeur tout ce que nos partenaires font en un seul lieu. Donc c'est sur le site bpifrancecreation.fr et dans si vous voulez, une application qu'on a lancée aujourd'hui qui s'appelle le Pass Créa, dans lequel vous allez retrouver effectivement l'adresse la plus près de chez vous pour rencontrer Initiative France, l'ADI, BGE, en fonction de la typologie de votre projet, de l'état de vie du projet. Est-ce que c'est l'idée? Est-ce que vous cherchez des sous? Est-ce que en fait, vous voulez juste ne pas être tout seul et discuter avec quelqu'un? Parce que ça commence par là, en général, quand on monte une boîte. Donc ça, c'est notre travail. Voilà. Donc ça va être d'accompagner les accompagnateurs, s'ils le veulent bien, et ça va être d'accompagner les créateurs digitalement, voilà, le plus possible, et surtout parce qu'on ne peut pas se passer de l'aide précieuse des réseaux d'accompagnement qu'on vous a présenté aujourd'hui, de vous pousser vers eux au bon moment pour concrétiser, quoi. Voilà, ça c'est notre chantier. Merci beaucoup, Johan. Je t'en prie. Pour synthétiser, parce qu'on arrive sur la fin de nos échanges, j'insiste beaucoup sur la notion de message clé depuis le départ. Ce qu'on a essayé de vous faire passer comme message, c'est premièrement, et on l'a vu avec l'exemple de Wendy, le sujet de la transition écologique, c'est un sujet qui s'incarne. Ça passe d'abord par l'information, la bonne information des dirigeants, dirigeantes ou futurs dirigeants et dirigeantes d'entreprise que vous êtes, et votre capacité à incarner ce projet-là. C'est d'abord une question de valeur et de promesse de valeur. On l'a indiqué. Il y a aussi l'autre message qui était de se dire, c'est pour tout le monde, la transition écologique. C'est pas parce que je suis micro-entrepreneur que j'aurai de micro-problématiques et qu'il faudrait les mettre de côté, surtout pas. Emparez-vous, tous les métiers, toutes les filières, je me répète. Et le troisième message, c'était le sujet de la mise en réseau, de la visibilité. Voilà, faites-vous accompagner par les réseaux plus près de chez vous. Rencontrez vos pairs, rencontrez les entrepreneurs qui ont déjà porté ces problématiques-là. C'est sans doute des meilleurs gages de réussite. Et je souhaiterais finir cet atelier, comme on l'a commencé, par une petite citation qui dit « J'ai conscience que ma génération ne refera pas le monde, mais je suis convaincu qu'elle peut empêcher qu'il ne se défasse. » Citation de Wendy Louchard, que vous pouvez retrouver sur son site internet Madame Edera. Merci beaucoup. On peut éventuellement prendre une ou deux questions. Allez, on a 1 minute 30, s'il y en a. Sinon, je vous invite à retrouver les réseaux qu'on a cités à l'instant, qui sont présents sur l'espace Cap Créa, qui est juste ici, à la sortie de cette bulle. Bonjour, je suis Soukaina Jafari, cofondatrice de Mer Rénov'. On se positionne sur l'audit énergétique et justement, on a incarné dans le processus de notre entreprise de faire très très attention à notre engagement écologique. Et on souhaite savoir quel type de financement proposent les différentes structures. Est-ce que c'est des subventions? Est-ce que c'est plutôt des microcrédits comme on a fait connaissance avec l'ADI tout à l'heure? Juste tout simplement le type de financement accordé.
Pour le réseau Initiative, c'est du prêt à taux zéro, donc du prêt personnel aux dirigeants d'entreprise, qui permet d'augmenter le niveau de quasi-fonds propres et de pouvoir faire levier sur les financements bancaires. On a un peu de subventions sur des typologies de personnes très spécifiques, mais grosso modo, le gros du financement, c'est vraiment du prêt à taux zéro, avec le levier bancaire derrière, c'est-à-dire qu'on est là pour non pas financer le projet, mais donner les possibilités d'aller chercher le financement bancaire complémentaire. Et ensuite, c'est de regarder ensemble tout ce qui peut exister comme aide, subvention, prêts bonifiés, etc. dans la galaxie locale, régionale, voire nationale des aides. Et là, c'est vraiment du sur-mesure au niveau du projet. Et je te laisse la parole. Bon, bah voilà, regarde, pile dans les temps. Merci beaucoup. On vous invite encore une fois à poursuivre les échanges à côté. Merci à vous.